Au fur et à mesure que la période de l'entre-deux-guerres avançait, les deux plus grandes marines du monde, la marine américaine et la Royal Navy, commencèrent à réaliser que les restrictions imposées aux porte-avions par le traité naval de Washington et le premier traité de Londres pouvaient avoir été une erreur. Washington avait fixé des limites de tonnage global, à la fois pour le nombre total de porte-avions et pour le tonnage de chaque porte-avions, à une époque où la capacité des avions contre les navires, par opposition à leur rôle de reconnaissance, en était encore à ses débuts. Cela signifiait donc qu'il n'était possible de construire qu'un nombre limité de grands porte-avions de flotte. Le premier traité naval de Londres avait fermé une faille que les Japonais avaient tenté d'exploiter, selon laquelle les navires de moins de 10 000 tonnes conçus uniquement pour opérer des avions n'étaient initialement classés dans aucune catégorie soumise à des limitations. Vous remarquerez dans la vidéo suivante que la marine impériale japonaise n'est pas beaucoup mentionnée. Ceci s'explique par le fait que, bien que beaucoup des idées dont nous allons parler aient également été explorées et, dans certains cas, mises en œuvre. Dans la marine impériale japonaise, leurs efforts d'avant-guerre et du début de la guerre étaient presque entièrement axés sur le renforcement de leur principale flotte de porte-avions et de leur capacité de reconnaissance, et donc leurs idées méritent une considération séparée par rapport au rôle principalement secondaire des navires que nous allons examiner ici. Au fil du temps, pendant l'entre-deux-guerres, et à mesure que les capacités des avions s'amélioraient, il devenait évident que les avions avaient de très nombreuses utilisations, mais il n'y avait tout simplement pas assez de tonnage pour construire suffisamment de coques, afin de fournir assez de ponts d'envol pour que ces avions puissent être utilisés de la manière dont les gens le souhaitaient. Pratiquement tout le tonnage disponible était nécessaire pour garantir le maintien d'un effectif complet de porte-avions de flotte, mais il y avait de nombreux autres besoins qu'un porte-avions pouvait vraiment bien satisfaire. Par exemple, fournir des avions pour effectuer des missions de reconnaissance bien en avant de la flotte ou indépendamment de celle-ci, assurer la protection du commerce ou mener des opérations de guerre de course, effectuer la chasse aux sous-marins, patrouiller contre la piraterie en temps de paix, transporter des avions vers et depuis différentes bases à l'étranger, former des pilotes et réapprovisionner les porte-avions de flotte qui pourraient se retrouver avec plus de pilotes que d'avions après diverses opérations. Et tous ces besoins ne pouvaient tout simplement pas être satisfaits. Cela a conduit à l'émergence de plusieurs courants de pensée différents. L'une d'elles était l'idée d'un navire de guerre hybride, à la fois des porte-avions de bataille avec un déplacement de cuirassés et des porte-avions croiseurs, ce qui est assez explicite, qui pouvaient fournir des ponts d'envol supplémentaires. Mais ces idées, pour la plupart, ont disparu aussi vite qu'elles sont apparues. La mise en place d'importantes installations pour les avions réduisait considérablement la capacité des navires à tonnage limité de l'entre-deux-guerres. Pour pouvoir fournir suffisamment de puissance de feu afin de rivaliser lors d'une action de surface contre des navires équipés uniquement de canons, et la nature fragile et inflammable des hangars à avions représentait un énorme risque lors d'un combat d'artillerie. Une autre idée était d'examiner divers navires actuellement utilisés dans d'autres rôles ou prévus pour ceux-ci, comme les paquebots et les grands cargos. Pour la plupart, bien que certains navires de guerre, en particulier ceux dont on s'attendait à ce qu'ils atteignent la fin de leur vie utile en tant que combattants de surface, aient également été envisagés. L'idée était d'élaborer des plans pour convertir rapidement ces navires en porte-avions auxiliaires en temps de guerre. Aux États-Unis, ces navires étaient divisés en deux catégories. Les porte-avions légers seraient des coques capables de suivre au moins la flotte, et idéalement les porte-avions de la flotte, tandis que les porte-avions d'escorte concerneraient ceux qui ne le pouvaient pas et qui ne seraient donc utiles que pour des rôles secondaires. L'idée finale était de construire effectivement certains de ces petits porte-avions en temps de paix, à condition que le tonnage d'un ou plusieurs porte-avions de la flotte doivent éventuellement être sacrifiés. Au milieu des années 1930, bien que la Royal Navy s'y attendait. En cas de guerre, la flotte nationale, le Coastal Command et l'utilisation de l'ISDIC permettraient de contenir les raiders ennemis, qu'ils soient de surface ou sous-marins, qui pourraient tenter de s'échapper dans l'Atlantique depuis l'Allemagne. De même, la flotte de Méditerranée et diverses forces basées à Gibraltar pourraient contenir la Ranger Mariner. Il y avait cependant un peu plus de problèmes s'ils devaient affronter la marine impériale japonaise. Cette marine ne pouvait pas être confinée, et elle pouvait donc se diriger vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'océan Indien ou tout autre endroit où les Britanniques ne voulaient vraiment pas la voir aller.
De plus, des navires et sous-marins allemands ou italiens prépositionnés pouvaient opérer au-delà des cordons conçus pour contenir ces flottes si ces navires et sous-marins se trouvaient à l'étranger au moment où la guerre était déclarée. C'est ainsi qu'est né le concept du porte-avions de protection du commerce, une conception dédiée d'environ 10 000 tonnes. Cela, du moins initialement dans le concept, utilisait Hermès comme point de départ, bien que des idées se soient développées pendant l'entre-deux-guerres. Le programme prévoyait la construction de l'un de ces porte-avions de protection du commerce parallèlement à chaque porte-avions de flotte, et il était possible que le programme soit accéléré. Cela semblait possible au milieu des années 1930, car il paraissait probable qu'avec le prochain deuxième traité naval de Londres, une limite sur la taille et l'armement des navires individuels serait maintenue, mais que les restrictions sur le tonnage global et donc sur le nombre total de navires autorisés seraient probablement abandonnées. Cependant, même avec l'augmentation des fonds pour le réarmement à partir de 1935 et 1936, cela restait insuffisant. Pour moderniser la flotte de bataille existante, la renouveler en construisant de nouveaux navires et constituer une flotte de ces petits porte-avions. On a donc décidé d'étudier la question du porte-avions auxiliaire. Il s'agirait de conversion, en sélectionnant des navires marchands spécifiques jugés adaptés à cet usage et en préparant au moins des plans d'esquisse sur la façon dont ils pourraient être convertis. Mais même ce plan considérablement réduit, qui relevait surtout d'un exercice administratif, a été en grande partie éclipsé par les autres travaux nécessaires à la mise à jour. La Royal Navy, et même lorsque la guerre a éclaté, avait besoin que chaque coque marchande possible continue de remplir sa fonction habituelle. De plus, les prévisions montraient que les conversions les plus importantes et ambitieuses, donc aussi les plus utiles, nécessiteraient au moins 1 an pour être réalisées et assimilées. Des ressources qui n'étaient pas particulièrement abondantes ont conduit à l'abandon total de l'idée. Au départ, les principales menaces de surface étaient quelques grands navires de guerre allemands et la Kriegsmarine était en grande partie, sinon entièrement, confinée à la mer du Nord. Bien que les croiseurs auxiliaires, comme RAF Spee, aient été relativement rapidement neutralisés et qu'il ait été jugé préférable d'arrêter d'autres croiseurs en utilisant de grands navires de guerre de surface en patrouille, il y a eu un certain nombre de revers du côté des porte-avions. Faute de porte-avions plus petits, l'usage de porte-avions de flotte pour traquer les sous-marins a surtout causé des frayeurs, des quasi-accidents et, bien sûr, la perte du HMS Courageous, en grande partie à cause des exigences précoces de la guerre, ce qui l'a laissé avec une escorte pitoyablement réduite. La perte du Courageous et de son navire jumeau Glorious signifiait que la Royal Navy ne disposait plus que de l'Eagle, du Furious et de l'Ark Royal en termes de grands porte-avions au printemps 1940. L'Illustrious venait d'être mis en service mais resterait indisponible un moment, le temps de sa montée en puissance. Le formidable, prochaine coque attendue, ne serait pas opérationnel avant la fin de l'année. Presque au même moment, la chute de la Norvège, la campagne qui avait coûté le Glorious, puis la chute de la France, signifiait que l'idée d'un cordon anglo-français contre les raids de surface et sous-marins de la Kriegsmarine fut abandonnée, la Méditerranée demandant l'attention principale des porte-avions. De toute façon, parce que dans la mer du Nord, on pouvait au moins utiliser des avions basés à terre. Cela a conduit à une série de mesures d'urgence provisoires. 5 navires sous le contrôle de l'amirauté furent transformés en navires catapultes de chasseurs avec un seul Hawker Hurricane, généralement en fin de vie, installé sur une catapulte et équipé de fusées. Ils étaient lancés dans les airs. Si un avion de patrouille allemand à long rayon d'action apparaissait, il pourrait attaquer le convoi ou appeler des U-boots. Le pilote très courageux devait monter dans cet engin et être propulsé pour, idéalement, abattre ou au moins repousser l'avion de patrouille ennemi. Ensuite, il devait amérir de façon contrôlée dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, de préférence assez près pour être récupéré par un navire du convoi avant de mourir de froid. Ce dispositif a également été étendu aux navires marchands ordinaires, qui sont devenus des navires marchands armés de catapultes ou navires CAM. Bien que ce fût mieux que rien, c'était aussi une caractéristique étonnamment rarement utilisée, à la fois à cause du risque pour le pilote et du fait que le lancement ne pouvait se faire qu'une seule fois. Une fois l'Hurricane lancé, il était irréversible, et si un autre avion arrivait, vous n'aviez plus de solution. Au total, il y a eu 10 lancements opérationnels, ce qui a entraîné la destruction de 9 avions allemands, un endommagé et un autre qui a été forcé de se retirer. Un pilote,
l'officier pilote Kendall, qui a décollé du SS Empire Morn pour défendre le convoi QP-12, a été perdu après avoir repoussé un BV-138 et abattu un JU-88. Pour des raisons inconnues, il a décidé de sauter en parachute au lieu d'amérir, et on l'a vu tomber vers la mer avec son parachute. Son parachute ne s'est ouvert qu'à la dernière seconde, ce qui n'a pas suffi à éviter de graves blessures lors de l'impact à grande vitesse avec l'eau, blessure dont il est décédé peu après. Certains ont pensé qu'il avait peut-être heurté la queue du chasseur en sautant, car il était autrement un pilote très expérimenté. Vous remarquerez maintenant que 10 lancements n'ont entraîné la perte que de 9 Hurricanes. C'est parce qu'un lancement depuis le HMS Maplin était en réalité assez proche de l'Irlande pour que le pilote choisisse simplement d'aller atterrir sur une base de la Royal Air Force là-bas au lieu de risquer les eaux froides de l'Atlantique. L'étape logique suivante était le porte-avions marchand ou navire Mac. Il s'agissait de construire un pont d'envol sur la coque d'un navire marchand qui continuait à transporter sa cargaison habituelle. Cela offrait à la fois la capacité de transporter plusieurs avions et, en théorie, la possibilité de les récupérer par la suite. La proposition permettait d'utiliser jusqu'à 6 chasseurs sur les navires choisis, mais elle a été mise en attente pendant un certain temps en raison de l'évolution logique de l'idée. La conversion de navires pour en faire des porte-avions dédiés, qui, encore une fois, selon la terminologie britannique, étaient des porte-avions auxiliaires. Cependant, l'idée des Mac réapparaîtrait plus tard, cette fois avec 4 avions de lutte anti-sous-marine légèrement plus grands au lieu de chasseurs et seraient mis en œuvre sur une variété de navires, les transporteurs de céréales étant plus populaires car ils pouvaient facilement utiliser une ou deux de leurs cales à cargaison comme hangar de fortune, alors que les pétroliers Mac convertis ne pouvaient pas le faire. Et tous les avions devaient rester sur le pont par tous les temps et ils devaient tous être déplacés vers l'avant lorsqu'un avion lancé devait venir atterrir. Le premier véritable exemple de porte-avions auxiliaire dans la Royal Navy est apparu avec la conversion d'un navire qui, même au début de 1941, avait une histoire compliquée. Le navire de 11 000 tonnes en question avait été construit comme un cargo mixte appelé Hanovre en Allemagne à la fin des années 1930. Elle avait été mise en service juste avant la guerre et se trouvait alors aux Antilles à son déclenchement, mais tenta de forcer le blocus l'année suivante. Mais elle avait ensuite été interceptée par le croiseur HMS Dunedin et le destroyer HMCS Assiniboine. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce de toute façon. Hanovre a tenté de se saborder, mais a été abordée, les incendies éteints, les vannes fermées, puis prise comme prise de guerre. Elle a ensuite été brièvement renommée Sinbad, mais lorsqu'elle a été prise en service par le ministère des Transports de guerre, elle a de nouveau été renommée Empire Audacity et transformée en navire d'interception océanique ironiquement affecté à arrêter et à aborder d'autres navires brise-blocus. Mais au début de 1941, elle a été intégrée à la Royal Navy et envoyée au chantier naval de Bleat, où ses superstructures ont été réduites, un pont d'envol a été installé et elle est retournée en service. En juin de la même année, sous le nom de HMS Empire Audacity, qui a très vite été raccourci en HMS Audacity. En raison de la rapidité et du caractère expérimental de la conversion, elle ne possédait en réalité pas de hangar, donc son contingent, théoriquement composé de 8 chasseurs martelets, ne bénéficiait que de la protection discutable d'un simple brise-vent. En un peu moins de 4 mois de service, elle a réussi à abattre 7 Focke-Wulf 200 Condor et à endommager suffisamment le sous-marin U-Saint 31 pour le forcer à se saborder, en échange de la perte de 2 de ses chasseurs. Cependant, son service fut brutalement interrompu par le U-Sept 151 qu'il a repéré une nuit en dehors du convoi HG-76, éclairé par une fusée éclairante tirée depuis un navire marchand. Elle s'était vite fait une réputation chez les Allemands, qui avaient reçu l'ordre de la couler. 3 torpilles l'ont rapidement envoyée par le fond. Cependant, elle avait prouvé le concept général avec une grande et une petite réserve. Elle avait un pont continu et le manque de visibilité pour son capitaine était cité comme une des principales raisons pour lesquelles elle opérait en dehors du convoi afin d'éviter une collision. Cela, ainsi que d'autres facteurs, signifiait qu'il avait été décidé que les futurs navires devraient avoir une île, même petite, pour les opérations de commandement et de contrôle. C'était la principale réserve. La réserve moindre était qu'un hangar serait idéalement beaucoup préféré, à la fois pour faciliter les opérations aériennes en général et pour réduire l'usure des avions en mer.
Cela a conduit à deux nouveaux axes de travail pour la Royal Navy. D'autres navires marchands en construction ou jugés utiles furent rapidement inscrits pour conversion, à commencer par le Télémac, un navire frigorifique alors en construction qui serait converti sur cale en un petit porte-avions nommé HMS Activity. Celui-ci était équipé d'un radar, d'une île, d'ateliers et d'un petit hangar desservi par un seul ascenseur avec un groupe aérien mixte composé de Swordfish et de Martlet. L'autre volet du travail, compte tenu de la rapidité avec laquelle ces petits porte-avions étaient nécessaires et du caractère plutôt disparate de la conversion de navires existants aux spécifications variées, consistait à en commander un certain nombre aux États-Unis. Ce qui nous amène tout naturellement à examiner ce que la marine américaine avait fait jusqu'à présent. Pendant l'entre-deux-guerres, la marine américaine avait maintenu des plans pour ce qu'elle appelait les XCVS, une courte liste de navires marchands pouvant être convertis en porte-avions dans un délai relativement court, mais la plupart de ces plans concernaient plutôt des navires plus grands et plus rapides, comme les paquebots, qui pouvaient alors être transformés en équivalent de porte-avions de flotte. À un moment donné, il a même été envisagé de subventionner la construction d'un paquebot qui aurait, soi-disant pour un usage en temps de paix par des avions postaux, un pont d'envol complet. Et bien que cela ait été considéré comme une bonne idée à l'époque, le projet a finalement été abandonné en raison du coût énorme que représenteraient les subventions. Pour convaincre les gens de modifier la configuration d'un paquebot en passant de la méthode traditionnelle à une version avec un seul immense pont ouvert sur le dessus. Maintenant, bien que la liste des navires XCV se soit parfois concentrée sur des navires plus petits et plus lents, le thème général était celui d'un programme complémentaire pour la flotte. Pas très différent de celui qui a donné à la marine impériale japonaise le Hachio et le Junyo. À la fin des années 1930 et avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la marine américaine a commencé à examiner de plus près diverses idées de conversion. La Royal Navy a facilité cela en fournissant certains plans élaborés pour diverses conversions au milieu des années 1930. Comme indiqué précédemment, la tentative de mise en œuvre du programme XCV a échoué, en partie parce qu'il fallait transformer les paquebots en navires de transport de troupes et à cause du X-Liner. Le Normandie a pris feu lors des tentatives de réduction de sa superstructure. Ces plans ont donc pris plusieurs directions. L'une des options était la conversion de plusieurs croiseurs de classe Cleveland en porte-avions légers de classe Independence, et une autre était un programme qui aboutirait finalement au porte-avions d'escorte, ou CVE. Ce n'était pas connu sous ce nom au début, cependant. Au départ, on l'appelait un APV, ou navire d'escorte spécial. On dit que le programme américain a l'une de deux origines, ou peut-être une combinaison des deux, selon ce que l'on lit. En octobre 1940, le président Roosevelt a proposé l'idée d'un navire qui aurait une vitesse d'au moins 15 nœuds, un déplacement compris entre 6 000 et 8 000 tonnes, et qui serait capable d'opérer une douzaine d'avions. Soit le tout nouveau hélicoptère, qui semblait très prometteur, ou peut-être des autogyres, selon la source, ou encore un type d'avion de patrouille anti-sous-marine à décollage et atterrissage court. Au même moment, en octobre 1940, l'amiral Halsey, alors à la tête de la force de porte-avions de la marine américaine, a proposé un navire un peu plus grand de 600 pieds de long, capable d'atteindre au moins 19 nœuds. Il estimait que ce navire pourrait servir à former de nouveaux pilotes, ce qui libérerait les porte-avions de la flotte de ce rôle et leur permettrait d'être en première ligne. Il pourrait également être utilisé pour transporter des avions, aussi bien depuis les États-Unis continentaux vers des bases avancées existantes de la marine américaine comme Pearl Harbor, puis de ces zones vers des endroits plus éloignés comme les Philippines, ou vers d'autres bases qui pourraient devoir être construites rapidement et équipées d'avions, libérant ainsi à nouveau les porte-avions de la flotte de cette tâche. À la fin de 1940, les Britanniques manifestaient déjà de l'intérêt pour l'acquisition de petits porte-avions auprès des États-Unis, et donc, au début de 1941, non seulement il fut proposé de construire un prototype, mais aussi de prendre en compte, lors de la sélection des navires à convertir, la disponibilité d'un sister ship, ou au moins d'un navire similaire, qui pourrait ensuite être acheté par les Britanniques. Une paire de cargos de type C3 à moteur diesel, le Mormac Mail et le Mormac Land, furent sélectionnés et la conception initiale ressemblait un peu à la moitié d'un porte-avions avec un pont d'envol plat de 305 pieds de long à l'arrière jusqu'à peu près au milieu du navire et simplement une catapulte à l'avant pour le lancement.
Au départ, la marine américaine estimait qu'il faudrait entre 1 an et 1 an et demi pour achever la conversion, mais lorsqu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas censés construire un porte-avions miniature, mais plutôt une piste d'atterrissage flottante peu sophistiquée, avec juste assez de durabilité et de sécurité pour les opérations quotidiennes de seconde ligne, il s'est avéré que le Moore MC Mail est sorti en un peu moins de 3 mois sous le nom de USS Long Island, avec en plus un changement de désignation de APV-1 à AVG-1. Au départ, son pont d'envol mesurait en réalité 362 pieds de long une fois terminé, puisqu'il s'étendait de la poupe jusqu'au-dessus de la passerelle de navigation qui subsistait de son époque de cargo. Un hangar desservi par un seul ascenseur occupait l'arrière du navire sous le pont d'envol, et elle était équipée d'un armement mixte comprenant un canon de 5 pouces 51 calibres pour l'action de surface, une paire de canons anti-aériens de 3 pouces 50 calibres et 4 mitrailleuses de calibre 50. Comme le pont d'envol avait été construit assez haut pour dépasser la passerelle de navigation et les superstructures principales, décision prise pour gagner du temps sans devoir découper celle-ci, il bénéficiait d'un franc-bord très important, ce qui fut remarqué positivement. Après quelques essais, la catapulte fut réorientée de l'angle de 30 degrés qu'elle avait à l'origine pour lancer droit devant, bien que l'ensemble ait été légèrement décalé vers bâbord. Et le pont d'envol fut prolongé de 77 pieds supplémentaires vers l'avant, ce qui lui donna une apparence plus typique des porte-avions en général et de ses successeurs en particulier. Il n'y avait cependant pas d'îlot, seulement la passerelle de navigation qui se trouvait désormais entièrement sous le pont d'envol, bien que les ailes de la passerelle aient été prolongées de chaque côté. Il y avait un petit mât à l'avant tribord, qui serait amélioré plus tard en service. Une plaque d'1 pouce d'épaisseur a été installée pour protéger théoriquement les soutes à munitions au moins contre les explosions et les éclats, mais c'est tout ce qu'elle a reçu en termes de blindage. En tant que navire converti, elle nécessitait beaucoup de lest pour compenser le poids supplémentaire en hauteur et l'absence de cargaison dans ses cales. La plupart de ces enseignements ont été intégrés à sa sœur, Moormuckland, qui était en cours de conversion presque au même moment. Elle entrerait en service dans la Royal Navy sous le nom de HMS Archer. La Royal Navy a mis du temps à clarifier ses demandes de porte-avions plus petits au chantier naval américain. Au début, les demandes concernaient simplement des conversions de type Audacity, puis elles ont évolué vers un navire, avec un petit hangar et un ascenseur, mais un ascenseur si petit qu'il ne pouvait pas accueillir des chasseurs à voilure fixe comme les premiers Wildcat Martley. Mais la marine américaine avait rejeté ces idées, affirmant que leur propre conversion prévue basée sur la coque C3 serait bien supérieure. Et le Long Island, ainsi que les navires BAVG suivants, ou navires AVG britanniques, à commencer par l'Archer, ont plutôt prouvé leur point. Ceux-ci étaient capables d'opérer de 15 à 20 avions et ils pouvaient tous les garder bien au sec dans le hangar. Les navires suivants de ce petit programme, l'Avenger, le Biter, le Dasher et le Charger, ont rapidement résolu divers autres aspects de la conception. L'Avenger avait un mât beaucoup plus imposant sur son côté avant-tribord, et les navires suivants, à commencer par le Biter, avaient une petite île. Le Charger a en fait été conservé par la marine américaine pour être étudié et utilisé comme navire d'entraînement. Le navire suivant dans cette série, le HMS Tracker, est passé de la propulsion diesel, qui s'était révélée quelque peu problématique, du moins dans la version utilisée sur ses coques de type C3, mais qui avait été choisie parce qu'il était plus facile d'évacuer les gaz d'échappement à une conception plus courante de turbine à vapeur. Et cela a servi de base à un ensemble de 22 navires qui ont été convertis à partir de coques de type C3 déjà complètes ou presque, avec des ponts d'envol plus larges que leurs prédécesseurs, ainsi bien sûr qu'une île. Ces navires seraient répartis équitablement entre l'US Navy et la Royal Navy, devenant la classe Bogue dans l'US Navy et la classe Attacker dans la Royal Navy. 23 autres navires appelés la classe Ruler seraient construits pour la Royal Navy selon à peu près le même modèle, mais ils seraient construits depuis la quille en tant que porte-avions d'escorte, utilisant la coque C3 contrairement à la méthode consistant à prendre des navires déjà complets ou presque et à les démonter pour les reconvertir. La conception quelque peu plus efficace permettait aux navires d'augmenter leur groupe aérien à près d'une vingtaine d'appareils.
La classe de coque comportait également des hangars nettement plus longs que ceux du Long Island et de ses quasi-sœurs, puisqu'il n'y avait aucune superstructure existante pour gêner l'aménagement. Toute superstructure qui aurait été présente était supprimée dans ces cas-là. Et cela signifiait qu'il y avait également 2 ascenseurs, un à chaque extrémité du hangar, permettant des opérations aériennes beaucoup plus rapides et efficaces. À cette époque, la désignation AVG a été changée en CVE et cette désignation a également été appliquée rétroactivement aux navires déjà existants. Pendant que tout cela se passait, la marine américaine a également converti 4 coques de pétroliers de type T3 en porte-avions d'escorte de la classe Sangamon. Ces navires étaient considérés comme quelque peu meilleurs, car la machinerie située à l'arrière d'un Euler facilitait grandement l'aménagement du hangar par rapport à la machinerie centrale sur la coque de type C3. La coque T3 était également un peu plus longue, ce qui permettait évidemment d'avoir un pont d'envol et un hangar plus long, et le pont principal, où se trouvait le hangar sur un Euler, était plat. Sur la coque C3, il y avait une quantité importante de tontures et de bouges, ce qui signifiait que les bogs et leurs dérivés devaient être adaptés assez rapidement. Avoir divers treuils et câbles installés dans le hangar pour permettre de déplacer facilement les avions, et par mauvais temps, il suffisait de tout arrimer et d'espérer que rien ne bouge. Mais un manque crucial de pétroliers pour la marine américaine signifiait qu'aucun autre Sangamon ne serait disponible dans un avenir proche. Avec un total de 54 coques construites, la dernière étant le HMS Reaper, il semblait que le programme des porte-avions d'escorte allait s'achever, sauf que certains pensaient qu'il en fallait encore plus, à la fois pour la lutte anti-sous-marine et pour des missions plus générales. Et tout cela combiné à l'arrivée d'un certain Henry G. Kaiser, qui proposait un plan pour produire en masse entre 50 et 100 porte-avions d'escorte selon un tout nouveau design. Ces navires seraient conçus comme des porte-avions d'escorte dès la quille, et par conséquent, ils étaient bien plus efficaces. La classe Casablanca utilisait 2 hélices et une machinerie répartie pour une meilleure survivabilité, et sur une coque plus petite que celle des 2 classes précédentes, ils ont réussi à installer un hangar plus long que celui des Bogs ou des Sangamon, ainsi qu'un pont d'envol plus long que celui des Bogs. Cela, associé au fait que le pont du hangar était réellement plat, signifiait qu'ils étaient moins chers que les navires précédents pour une capacité aérienne égale ou supérieure et qu'ils étaient également bien plus agréables à exploiter. Être un peu plus rapide aidait aussi à faire décoller des avions plus lourdement chargés lorsque chaque nœud comptait. Les 50 navires de la classe Casablanca entreraient tous en service dans la marine américaine et seraient largement utilisés à la fois dans l'Atlantique et le Pacifique. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, la Royal Navy n'avait pas entièrement externalisé la production de porte-avions d'escorte aux États-Unis. Le grand croiseur auxiliaire armé Pretoria Castle a été converti en porte-avions d'escorte capable d'embarquer un peu plus de 20 avions, mais il a ensuite été principalement utilisé pour des essais, à la fois pour déterminer le meilleur équipement pour les autres porte-avions d'escorte et pour tester certains éléments destinés au programme de porte-avions légers de 1942 beaucoup plus grand et plus performant, également connu sous le nom de classe Colossus. Cela comprenait son ascenseur, ou lift dans le jargon britannique, qui, avec relativement peu de modifications, allait devenir celui utilisé dans les premiers porte-avions légers. Ensuite, 3 coques de navires marchands à peu près similaires ont été converties en classe Nairana, bien que Nairana et Vindex étaient suffisamment proches l'une de l'autre pour être essentiellement identiques en tant que porte-avions. Campania, qui est généralement classée parmi eux, était un peu plus grande et un peu plus rapide. Les 3 navires avaient des coques rivetées, jugées meilleures par la Royal Navy pour les convois de l'Arctique, car les coques soudées posaient problème dans le froid extrême. Ils y ont donc passé l'essentiel de la guerre. Ils n'avaient toujours qu'un seul ascenseur, ce qui gênait quelque peu la rotation des avions. Mais cela était en partie compensé par un ensemble radar et électronique extrêmement complet et avancé, comprenant une vaste salle des opérations, ou CIC selon la terminologie américaine, qui permettait aux navires de coordonner et de guider à la fois la défense des chasseurs contre les attaques aériennes ennemies, les efforts de recherche anti-sous-marine et les opérations d'attaque anti-sous-marine. Tout cela simultanément, ce qui était remarquable pour de petits porte-avions d'escorte, dotés en plus d'un système de guidage avancé permettant aux avions de revenir à bord. Même en pleine nuit noire ou par conditions de blizzard, 2 situations qui étaient tout à fait pertinentes sur les routes des convois de l'Arctique.
Combiné à un vaste ensemble de défenses anti-aériennes, cela les rendait très populaires sur les convois de l'Arctique, où les navires marchands faisaient face à la plus grande variété de menaces de tous les systèmes de convois de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils pouvaient être attaqués par des sous-marins, des avions ou potentiellement des navires de surface, et tout cela possiblement en même temps. Bien que cette combinaison ait aussi existé en Méditerranée, les convois de Malte pouvaient au moins compter sur la présence d'unités majeures de la flotte, dont des porte-avions. Dans le Grand Nord, au-delà d'un certain point, les porte-avions d'escorte constituaient souvent l'unique soutien aérien. À peu près au même moment où le programme de la classe Casablanca commençait aux États-Unis, la Royal Navy réexaminait également le programme des porte-avions marchands. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, un mélange de pétroliers et de transporteurs de céréales avait été présélectionné et ceux-ci étaient maintenant pris en charge pour une conversion rapide. Au total, 19 navires ont subi la conversion et ils transportaient généralement 3 à 4 Swordfish car les navires étaient plus petits et plus lents que les porte-avions d'escorte qui transportaient généralement des chasseurs ainsi que des avions de lutte anti-sous-marine, de recherche et d'attaque. Et bien sûr, les porte-avions d'escorte pouvaient également transporter des avions plus grands et plus performants en général. Cependant, le MAX a tout de même grandement aidé à l'escorte des convois. Bien que les U-Boots étaient quelque peu en difficulté au moment où le MAX est réellement entré en service, il n'avait qu'un seul rôle, contrairement aux nombreux rôles exigés des porte-avions d'escorte. Ainsi, presque chaque convoi pouvait naviguer avec un MAC, qui pouvait être la seule source de couverture aérienne constante pour le convoi, ou bien il pouvait compléter un porte-avions d'escorte de taille normale qui naviguait également. Mais cela a permis aux porte-avions d'escorte d'être également utilisés dans des groupes de chasse indépendants des convois, ce qui s'est avéré très efficace. Dans tous les cas, la couverture aérienne constante fournie par les petits navires marchands convertis a été très utile pour minimiser les pertes. L'expérience acquise pendant la guerre et lors de la conception allait aboutir à la dernière classe de porte-avions d'escorte, la classe américaine Commencement B. Comme la classe Casablanca, ces porte-avions étaient construits dès la quille et cherchaient à réunir les atouts des classes antérieures. Le fait qu'ils étaient des conceptions construites dès la quille, comme la classe Casablanca, était combiné avec le type de coque générale d'un pétrolier T3, car la fourniture de ravitailleurs pour la marine américaine posait un peu moins de problèmes vers le milieu ou la fin de 1943, et ils avaient des agencements de machines de style pétrolier comme les Sangamon. Ainsi, ces navires, rapides pour des porte-avions d'escorte, ils atteignaient environ 19 nœuds avec une importante batterie anti-aérienne comprenant une paire de canons de 5 pouces et plus de 50 tubes de canons anti-aériens légers et moyens. Un mélange de canons Bofors de 40 mm et d'Oerlikon de 20 mm, il pouvait transporter près de 3 douzaines d'appareils grâce à la combinaison d'une grande coque et d'une conception spécialement conçue. Mais bien que 35 navires aient été prévus, 16 furent finalement annulés car la fin de la guerre avec le Japon rendit la construction de nouveaux porte-avions d'escorte inutile. Les 4 derniers navires en construction et 12 autres prévus mais non commencés reçurent l'ordre d'être arrêtés. Et 2 autres, le Tinian et le Rabaul, furent achevés mais ne furent jamais mis en service actif. Ils furent envoyés directement dans la flotte de réserve. Seuls 5 navires du type Commencement B furent achevés à temps pour participer à des opérations actives pendant la Seconde Guerre mondiale. Et avec eux, l'époque des porte-avions d'escorte prit fin. La plupart des porte-avions d'escorte de tout type furent rapidement désarmés. Après la guerre, beaucoup furent remis au service civil comme navires marchands, car ils étaient les plus récents et performants. Les commencements bays furent, dans certains cas, conservés pour l'entraînement, le transport et, plus tard, pour des rôles d'assaut héliportés ainsi que pour la lutte anti-sous-marine. Mais les nouveaux avions à réaction, plus lourds, étaient bien trop grands pour eux et bientôt, même la génération suivante d'avions de lutte anti-sous-marine d'après-guerre rencontra les mêmes problèmes. À la fin des années 1950, la classe Essex elle-même, désormais un peu trop petite pour les avions embarqués les plus récents et les plus performants, les remplaçait dans pratiquement tous ses rôles. Ainsi, les derniers porte-avions d'escorte de la Seconde Guerre mondiale disparurent, bien que certains soient restés en réserve jusqu'aux années 1970. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces navires, conçus uniquement comme transport d'avions et escorteurs anti-sous-marins, ont pourtant accompli de grandes réalisations.
Souvent en première ligne, pas toujours de leur gré, ils avaient aidé à frapper des cibles ennemies clés comme le cuirassé Tirpitz. Ils avaient pris part à des opérations d'assaut majeures comme l'opération Torche et soutenu divers débarquements en fournissant un appui aérien direct aux troupes au sol, tandis que les porte-avions de la flotte principale assuraient la couverture aérienne ou attaquaient les bases ennemies, surtout durant la campagne du Pacifique. Ils ont livré de nouveaux avions aux porte-avions pour que les plus grands restent en première ligne. C'était un rôle particulièrement précieux au sein de la flotte britannique du Pacifique, malgré le surnom de combustible, vulnérable et jetable donné par leurs équipages. En raison de leur quasi-absence totale de blindage, de protection et de la nature quelque peu inflammable de l'aviation, les pertes parmi les porte-avions d'escorte étaient en réalité étonnamment faibles. Seuls 3 porte-avions d'escorte britanniques ont été perdus. Les 2 premiers, Audacity et Avenger, ont tous deux été coulés par des U-boots, ainsi qu'un autre porte-avions d'escorte des débuts. Le Dasher a explosé alors qu'il retournait au port, un sort qui a entraîné une réduction de la quantité de carburant d'aviation transporté sur les porte-avions d'escorte et un peu plus d'attention portée à l'intégrité des réservoirs restants. Du côté américain, 6 porte-avions d'escorte ont été perdus. Block Island et Liscombe Bay ont été torpillés par des sous-marins ennemis, allemands et japonais, respectivement. Le Saint-Lô, le Bismarck C et l'Omani Bay ont été perdus à cause des kamikazes et le Gambia Bay a été célèbrement coulé par les canons de la force centrale japonaise lors de la bataille de Samar. Ce qui signifie en réalité que légèrement plus de porte-avions de la flotte alliée ont été perdus au combat que de porte-avions d'escorte, du moins si l'on inclut la classe Independence des porte-avions légers dans la liste des porte-avions de la flotte. Mais dans l'ensemble, ceci a été un survol relativement rapide et général du développement et de l'utilisation de ce type. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de navires à examiner, dites-le dans les commentaires. Commentez la publication épinglée pour vos questions sur la cale sèche.